sur l'éducation à l'égalité de genre avec Joël Magard-Brenner. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent sur Facebook, puisque le Facebook Live est lancé. Désolé pour les spectateurs et spectatrices qui sont déjà présentes depuis un certain temps maintenant, qui du coup vont avoir le droit à me réentendre pour la énième fois. Pour les différents commentaires Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure en commentant sur la page Facebook au niveau du live. Vous ne voyez que ma tête et celle des intervenantes pour le moment, mais il y a plein de petites mains de copains et de copines qui récupèrent les questions. Les questions sont centralisées et sont posées lorsque le moment est venu. Donc, n'hésitez pas à les poser au fil du temps. Souvent, les collègues ont tendance à les poser au tout dernier moment et du coup, très peu ne peuvent pas être traités. Et du coup, ça nous met aussi en difficulté pour sélectionner éventuellement celles qui nous semblent le plus pertinentes. Voilà, donc commentez sur Facebook. Pour les participants et participantes qui sont qui nous ont rejoints au niveau du lien Zoom. Vous avez deux espaces de discussion. Donc, vous avez l'espace discussion qui permet, par exemple, à Franck de saluer Claudine parce qu'il est content de la retrouver ici. Donc, ça, c'est très bien. Donc, voilà, le côté discussion est possible entre les différents spectateurs et spectatrices. Pour poser des questions aux intervenants et intervenantes, il s'agit de la fonction Q&R, questions-réponses. Les questions sont récupérées petit à petit. Des petites mains cachées derrière les récupèrent et elles seront posées tout à l'heure par Rachel aux intervenants et intervenantes. Voilà. Donc, questions et réponses. Pour voilà, quelques questions de spectateurs et spectatrices qui demandent si ils doivent éteindre leur micro. Ou, en fait, pour les spectateurs et spectatrices, il n'y a pas la possibilité d'allumer sa caméra et de couper en fait l'intervention. La médiation, elle se fait par l'écrit. Là, du coup, il faut utiliser les questions-réponses pour pouvoir poser des questions ou tout simplement pour pouvoir commenter ce qui se passe au fur et à mesure. Voilà. On va attaquer dans 2 petites minutes, le temps que ce soit à l'heure officielle. Et je vais faire une petite pause moi, pour boire un coup, parce que ça fait déjà 8 minutes que je parle non-stop. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous. Comme le disait Julien, nous attendons encore un petit peu qu'il soit l'heure annoncée pour démarrer. Pour démarrer cette séquence, l'école au temps du Covid. Nous attendons encore quelques minutes. Nos 3 invités sont déjà là, comme vous pouvez le voir. Cécile Brunon, Stéphane Bonnery, Dominique Cobareil. Revoilà Julien. Oui, la pause s'imposait. Petit repoint, je recommence pour Facebook. Pour pouvoir poser des questions aux intervenants et intervenantes, c'est possible et sur Zoom, là, le nombre de spectateurs et spectatrices ne fait qu'augmenter. Donc, en utilisant sur Zoom questions et réponses, la partie discussion étant plutôt sur les commentaires. Bonjour Jonathan, je pense bonjour Jonathan, je pense m'adresser à la personne à qui je pense, qui du coup vient d'utiliser le forum discussion, le côté discussion pour commenter. Sur Facebook, le Facebook Live est parti, donc il s'agit là tout simplement de commenter au niveau de la vidéo, au niveau du Facebook Live, et des petites mains récupèrent les questions petit à petit pour qu'ensuite, le moment venu, Rachel les pose à Stéphane, Cécile ou Dominique, en fonction de la thématique qui sera
sera posée. Donc on va attaquer. On va commencer par une petite vidéo d'introduction du secrétaire général du SNUPPFSU qui va nous présenter le pourquoi de la mise en place de ces universités virtuelles et des enjeux, des vrais enjeux de l'école selon nous. Pour que l'école puisse jouer son rôle, il faut la renforcer. Et pour cela, le métier doit nécessairement évoluer. Ce sont les allers-retours entre la recherche et le terrain qui permettront de faire évoluer et de transformer l'école. Il aura fallu un virus et un confinement pour montrer au grand jour les inégalités scolaires. Et la période nous aura montré que les inégalités se sont encore renforcées dans l'école et dans la société. C'est dans ce contexte de crise sanitaire que le ministère a lancé son Grenelle de l'éducation. Pour y conforter sa politique éducative, loin aujourd'hui de recueillir l'assentiment de la communauté éducative et de répondre aux défis de la réduction des inégalités scolaires. Pour débattre de l'école, les enseignants n'ont pas besoin d'une grande opération de communication, mais d'un véritable débat de société avec les acteurs de terrain. Depuis le début de cette crise, les enseignants sont isolés et manquent clairement de soutien. Ils portent à bout de bras le système éducatif, impréparation du confinement, du déconfinement, de la rentrée scolaire, le ministère reste inefficace face à cette crise. Il est pourtant urgent de répondre aux vrais enjeux de l'école. Oui, l'école nécessite un véritable débat. Enseigner, ce n'est pas que prodiguer les savoirs, c'est viser la réussite de chaque élève, en s'appuyant sur l'expertise des enseignantes et leur liberté pédagogique. Cette expertise doit être reconnue. Assez de guides et autres livrets, assez des injonctions, assez du recentrage sur les fondamentaux. Pour le SNUPPFSU, enseigner, c'est un métier qui s'apprend, un métier qui se nourrit de l'expérience pédagogique et de l'apport de la recherche. L'école française est sous-dotée. Le système français est le plus inégalitaire de l'OCDE. Pour lutter contre les inégalités, il faut investir pour baisser les effectifs, pour mieux former, combattre la fracture sociale et scolaire. Il faut renforcer les équipes dans les écoles, enseignants spécialisés, psychologues, infirmières scolaires, assistantes sociales. Il faut renforcer la direction d'école avec des emplois pérennes d'aide administrative. Mais enfin, il faut surtout une véritable reconnaissance salariale. Ni miettes, ni promesses hypothétiques. Ce sont les enseignants et les enseignantes qui tiennent l'école à bout de bras. Les soutenir comme transformer profondément l'école pour la rendre démocratique et émancipatrice pour tous les élèves est urgent. La crise actuelle devrait en être l'occasion, mais l'école, comme les autres services publics, est absente du plan de relance gouvernemental. Un plan de relance qui poursuit inlassablement une politique qui accroît les inégalités de richesse, tandis que le ministre de l'Éducation poursuit, lui, sa politique éducative qui accroît les inégalités scolaires. Pour relever ces défis qui se posent à l'école, un plan d'urgence pour le service public d'éducation est indispensable. Un plan qui permette enfin de mettre fin au sous-investissement et d'accorder massivement à l'école les moyens dont elle a besoin. Un plan qui permette de développer la professionnalité enseignante. Et enfin, un plan qui permette de revaloriser réellement les salaires pour rendre le métier attractif et permettre ainsi les nécessaires recrutements. Pour imposer ce plan d'urgence, nous devrons nous mobiliser lors des prochaines semaines. Nous aurons l'occasion de revenir vers vous très vite pour en préciser les modalités, avec notamment et rapidement la construction d'une journée de grève massive. C'est dans ce contexte que nous vous proposons un cycle de plusieurs conférences en ligne qui permettront d'échanger et de débattre avec des chercheurs et des chercheuses autour des vrais enjeux de l'école. Bonjour à toutes et tous. Donc, après ces quelques mots d'introduction de nos 3 co-secrétaires généraux, nous démarrons la séquence d'1h30 que nous avons appelée « L'école au temps du Covid ». Depuis la décision de fermer les écoles en mars, le système scolaire a vécu effectivement un ébranlement sans précédent. Enseignantes et enseignants, nous-mêmes, les personnels, mais aussi les élèves, les parents, ont dû faire face à une profonde déstabilisation. Les espaces se sont mélangés, le métier a été bouleversé.
sans que l'institution constitue un recours. Aujourd'hui et pour de longs mois encore, le quotidien des classes est impacté par le nouveau protocole sanitaire, mais aussi par le manque d'enseignants qui auraient dû être anticipés. Avec nos invités, Stéphane Bonnery, Cécile Brunon, Dominique Caubareil, nous allons examiner les conséquences de cette déstabilisation, tant pour nous, les enseignantes et les enseignants, que pour les élèves, pour l'école dans son ensemble. Quelles sont, par exemple, les conditions pour que l'école puisse assumer sa fonction de lutte contre les inégalités dans le respect de l'expertise de ses personnels? Vos recherches, Stéphane, Cécile, Dominique, vos travaux sont encore plus précieux que d'habitude, parce que la crise que nous vivons s'est aussi caractérisée par le fait qu'à aucune étape que ce soit, l'institution, ou plutôt notre ministère, parce que l'institution, c'est aussi nous, n'a rien préparé avec les enseignants, avec les personnels. Après le premier confinement, il n'a organisé aucun débriefing, aucun retour d'expérience, et il continue, semaine après semaine, à ne rien construire avec nous, avec les personnels, les enseignantes, les enseignants. Donc, nous allons commencer d'abord par donner la parole à ces deux chercheuses qui sont impliquées dans notre chantier travail, le chantier travail du SNUIPP-FSU, en vidéo d'abord pour qu'il n'y ait pas de coupure de leur présentation, mais nous les retrouverons en vrai après pour répondre à toutes vos questions. Nous avons donc avec nous Cécile Brunon, qui est titulaire d'un diplôme universitaire d'analyse ergonomique du travail, d'un master de pro et d'un master de recherche en ergonomie. Elle travaille actuellement une thèse dans cette discipline. Elle s'intéresse particulièrement aux stratégies mises en jeu pour gérer différentes sources de prescription, aux enjeux de coordination des acteurs des différentes institutions dans des contextes de réforme, et à la façon dont les collaborations peuvent se constituer en ressources pour tous les acteurs. Nous avons donc aussi Dominique Caubareil, qui est maîtresse de conférence à l'Institut d'études du travail de l'Université de Lyon 2. Dominique fait partie du laboratoire de recherche Éducation, Cultures et Politiques. Elle est membre du chantier travail du SNUIPP-FSU et de l'Institut de recherche de la FSU. Elle mène des travaux de recherche en ergonomie dans le champ de l'enseignement depuis 12 ans. Ses axes de travail portent plus particulièrement sur la problématique de durée dans le métier et des fins de carrière dans le contexte des réformes qui touchent les métiers de l'enseignement, ainsi que sur l'impact du genre sur les conditions de travail des professeurs. Elle mène depuis le mois de mars une recherche sur l'activité des enseignantes et des enseignants en période de Covid avec Cécile Brunon. Nous les écoutons. Bonjour à toutes et à tous et merci au SNUIPP de nous permettre de présenter les premiers résultats d'une recherche que nous menons depuis le mois de mars sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur le travail enseignant. Lorsque le confinement a été décidé en mars, que les écoles ont dû fermer dans l'urgence et la précipitation, nous avons pensé qu'il était important de nous pencher sur ce que cette période allait faire au travail enseignant. En effet, à ce moment-là, les enjeux étaient nombreux. Comment les enseignants et les enseignantes allaient-ils pouvoir garder le lien avec leurs élèves, avec leurs familles? Comment ce lien allait se réinventer? Quel cadre les enseignants et les enseignantes allaient-ils donner à leur travail alors que les prescriptions institutionnelles étaient pour le moins floues et sont arrivées tardivement? Comment les équipes, les collectifs de travail allaient-ils pouvoir se mobiliser? Et puis, quels seraient les effets sur la santé des personnels? Et cette période serait-elle propice au développement de compétences malgré tout? Comme vous le voyez, les questions étaient nombreuses. Et ces interrogations se sont poursuivies lors de la période de déconfinement en mai-juin et à la rentrée de septembre. Dans le contexte de reconfinement de ce mois de novembre, nous poursuivrons cette recherche. Donc, c'est un travail que nous avons mené avec 24 enseignants et enseignantes de maternelle et d'élémentaire sur la base du volontariat. Ils venaient de partout en France et 7 avaient des charges de direction. Et nous menons avec chacun d'entre eux des entretiens aux différentes périodes de la pandémie, d'abord pendant le confinement
et puis lors de la phase de réouverture des écoles en mai-juin, et puis à la rentrée de septembre il y a quelques semaines. Et au total, eh bien, nous avons 61 entretiens. Pour cette visioconférence, nous avons choisi de vous présenter nos premiers résultats sous l'angle de la question de la santé et des conditions de travail. Alors, d'où parlons-nous? Dominique Cobareil et moi-même, nous sommes toutes les deux ergonomes, une discipline qui s'intéresse à l'activité des personnes dans le cadre du travail. Et en ergonomie, nous avons une approche de la santé qui ne se résume pas à l'absence de maladie. Nous nous intéressons à ce qui permet aux personnes non seulement de ne pas être malades de leur travail, mais aussi à ce qui leur permet de construire leur santé. Selon Pierre Faldon, les environnements de travail, pour être bénéfiques et capacitants, ne doivent pas générer de risque d'atteinte à la santé physique et psychique des travailleurs. Ils doivent au contraire leur permettre de réussir dans leur travail et de s'y développer. C'est au regard de cette notion d'environnement capacitant que nous allons examiner les conditions dans lesquelles se déroule l'activité et le vécu de la situation par les enseignants au fil du temps. Alors, nous commencerons par la période du confinement et puis nous aborderons la période de réouverture des écoles du mois de mai au mois de septembre. Donc, pour la période du confinement, eh bien, tout débute avec l'annonce de la fermeture des écoles par Emmanuel Macron le jeudi 12 mars au soir, avec une mise en œuvre pour le lundi suivant, sans savoir à ce moment-là exactement combien de temps cette fermeture allait durer, selon quelle modalité le travail pourrait s'effectuer, et puis sans consigne précise. Alors, tout se fait dans la précipitation, dans l'urgence, avec une première semaine souvent consacrée à la mise en place des modalités de communication avec les familles. Il y avait bien quelques écoles qui avaient des blogs déjà prêts ou qui avaient l'habitude de communiquer parfois par mail avec les familles, mais ce n'était pas le cas de la plupart qui n'utilisaient pas le numérique justement pour communiquer avec les familles. Alors, il a fallu tout mettre en place, récupérer les mails, les numéros de téléphone, vérifier l'équipement numérique des familles, mettre en place la garde des enfants des personnels soignants, etc. Et puis, en plus de tout ça, gérer ses propres émotions. Des questionnements autour des modes de communication avec les parents, avec les enfants, sont apparus à ce moment-là. On se demandait, est-ce que je donne mon numéro de téléphone personnel en l'absence d'outils fournis par l'institution, sachant que les plateformes de communication mises à disposition par l'institution ne fonctionnaient pas nécessairement. Elles étaient largement saturées et puis inappropriées pour ce type de situation. Pendant les 15 premiers jours du confinement, les enseignants étaient partagés entre se dire ça ne va pas durer ou bien peut-être que si. Donc, ce n'était pas facile de savoir à quel point il fallait structurer les choses pour les apprentissages. Et puis, il fallait tenter de répondre à un dilemme. Faut-il poursuivre les apprentissages ou seulement entretenir les acquisitions? C'est ensuite l'annonce de la prolongation du confinement pour une période d'1 mois à minima. Alors, à ce moment-là, dans les entretiens, les enseignants témoignaient d'une possible projection dans le temps et d'une première stabilisation des modalités de travail qu'il et elle avaient pu trouver un peu sur le mode ça va durer, alors cette fois c'est bon, je me lance dans des innovations pédagogiques, j'apprends, j'utilise de nouveaux outils, notamment des visios. Et puis mi-avril, Emmanuel Macron annonce la réouverture des écoles pour le 11 mai, sans plus de précision à ce moment-là. Et il a fallu attendre jusqu'au 1er mai pour connaître la version définitive du protocole sanitaire qui allait régir cette reprise des écoles. Il ne restait donc plus que quelques jours pour tout mettre en place. Les enseignants ont alors eu le sentiment d'être interrompus dans une dynamique de travail qui commençait à se stabiliser. Il a fallu gérer l'aspect totalement inédit de faire fonctionner une école sous contraintes sanitaires avec un protocole extrêmement prescriptif, très difficile, voire impossible à appliquer totalement dans les écoles et puis notamment en maternelle. Et à nouveau, tout cela s'est fait dans l'urgence. On peut remarquer qu'au début et à la fin de cette période de confinement, les directeurs et les directrices ont été particulièrement sollicités dans l'organisation des modalités du travail,
sans qu'ils aient de vision à long terme sur le confinement, puis sur la mise en place des protocoles de reprise. Donc, toute cette période, elle a demandé une adaptation très rapide, bousculée, avec des modalités de travail et des stratégies qui n'ont pu que difficilement se stabiliser. Au bout d'un mois, les enseignants et les enseignantes ont témoigné avoir toujours beaucoup de questionnements sur les façons de faire, sur les modalités de travail élaborées. Ça a donc été une période très éprouvante, fatigante, exigeante et puis déstabilisante qui demandait d'établir de nouvelles habitudes de travail alors que l'on travaillait seul chez soi, qu'il était difficile de faire appel à ses collègues et puis que la relation directe avec les élèves avait été coupée. Ces fortes contraintes, elles ont été renforcées par le fait que ce qu'on a demandé aux enseignants et aux enseignantes de faire pendant cette période, eh bien, c'était très vague. Pensons à la fameuse continuité pédagogique dont personne n'a vraiment compris ce qu'elle recouvrait. Les prescriptions sont arrivées tardivement lorsqu'elles ont été précisées par les inspecteurs et les inspectrices de circonscription. Mais malgré tout ça, nous avons tout de même pu noter des formes de satisfaction, de sentiment de réussite, voire un sentiment d'avoir pu être en situation d'apprentissage chez les enseignants. Alors, par exemple, il y a des enseignants qui ont pu ressentir un lien de proximité et d'intercompréhension plus fort avec les familles. Ils et elles ont pu avoir le sentiment d'une relative efficacité dans l'aide aux enfants les plus en difficulté par la mise en place de visio individuelles, par exemple. Et puis d'autres ont pu profiter de ce temps de confinement pour tester de nouveaux dispositifs pédagogiques. Alors, c'est bien sûr un pis-aller et l'ensemble des enseignants a témoigné de son soulagement de pouvoir retrouver les élèves à l'école, personne n'envisageant de pouvoir faire classe à distance bien plus longtemps. Nous allons maintenant nous demander quels sont les facteurs qui ont pu aider à ce que des enseignants se sentent en situation d'apprentissage ou au contraire qu'ils et elles aient eu plutôt le sentiment d'échouer et de ne pas réussir à maintenir un lien avec leurs élèves. Alors, c'est la question des ressources disponibles sur lesquelles les enseignants ont pu ou non s'appuyer qui va être déterminante. D'abord, les ressources personnelles, l'expérience, qui a pu permettre d'adapter plus ou moins facilement ce qui se faisait en classe au nouveau contexte, qui a pu permettre aussi de réorienter ses stratégies. Et puis, bien sûr, les compétences personnelles en informatique, elles ont été très utiles pour réussir à se servir de nouveaux logiciels, à organiser des visios ou d'autres choses. La deuxième ressource, c'est la ressource collective. Certains enseignants ont pu s'appuyer sur un collectif fort, que ce soit le ou la collègue avec qui ils partageaient la classe, ou bien l'équipe de cycle, ou bien même un réseau au-delà de l'école. Cela, ça a permis de discuter des objectifs, des buts qu'on se donnait pour la période. Ça a parfois été l'occasion de se partager les tâches, d'économiser du temps de préparation. Et ce temps a pu être mis au profit du contact avec les parents et les élèves ou au profit de temps personnel. Et puis, quand les membres du RAZ ou bien les AESH faisaient partie de ce collectif, ils et elles ont pu apporter un soutien plus personnalisé aux élèves les plus en difficulté. Et puis enfin, l'appui sur le collectif a permis de se former entre collègues sur les outils numériques, bien utiles dans cette période, en élaborant des tutos que les collègues se transmettaient. Et puis, troisième type de ressources, eh bien, c'est ce qu'ont pu fournir les circonscriptions. Lorsqu'elles ont réussi à fournir très rapidement des formations sur les outils numériques dont les enseignants avaient besoin, eh bien, elles ont facilité la mise en place de nouvelles façons de travailler avec des outils qui respectaient la réglementation sur la protection des données. Cette question des ressources, elle rejoint celle du positionnement de la hiérarchie et de sa capacité à soutenir les enseignants, c'est-à-dire de leur donner les réponses dont ils et elles avaient besoin au bon moment. Est-ce que cette hiérarchie, elle a pu être soutenante dans la résolution des problèmes qui pouvaient être rencontrés? Est-ce qu'elle a pu donner des marges de manœuvre suffisantes pour permettre de tester des choses? Et puis, ces marges de manœuvre, est-ce qu'elles n'ont pas été trop importantes non plus? Parce qu'un cadre inexistant, ça peut mettre en difficulté, car on ne sait pas si on aura la protection de son employeur en cas de difficulté. Ensuite, l'équipement numérique des familles et des élèves, ça a bien sûr été un facteur favorable
ainsi que le fait que les familles se sentent suffisamment légitimes vis-à-vis de l'école pour échanger avec l'enseignant sur le travail proposé. Cela, ça a pu permettre aux enseignants de tester, d'innover et d'essayer, d'ajuster de nouvelles modalités pour faire la classe en utilisant des classes virtuelles, un suivi régulier par téléphone ou bien d'autres choses encore. Cela a également facilité la communication régulière avec les familles. Mais même lorsque les familles étaient bien équipées et qu'elles entraient facilement en relation avec l'enseignant ou l'enseignante, il a fallu motiver et étayer l'activité des parents, devenus pour l'occasion des intermédiaires entre l'enseignant et les enfants, pour leur permettre de comprendre les objectifs que l'enseignant fixait. Et ça a nécessité un travail méta-réflexif inédit chez les enseignants pour traduire le langage professionnel en langage ordinaire compréhensible par tous, ce qui était loin d'être évident. Il y a eu des ajustements au fil du temps en fonction des questionnements des parents, des problèmes identifiés dans la compréhension des consignes. Et puis parfois, notamment avec les familles les plus éloignées de la culture scolaire, les enseignants ont pu avoir le sentiment de faire du contrôle social, d'être intrusifs en tentant de répondre à l'injonction de garder le lien avec les familles. Et ça a pu être difficile, notamment lorsqu'il leur a été demandé de signaler les familles considérées comme défaillantes à leur hiérarchie, ce qui n'était pas un positionnement très simple. Donc, pour continuer sur ces facteurs favorables, l'équipement numérique des enseignants, ça a été un facteur facilitant ou au contraire limitant pour pouvoir se connecter facilement avec les élèves si on disposait d'une connexion Internet correcte, s'il y avait suffisamment d'ordinateurs à la maison pour soi, le conjoint, la conjointe, les enfants, etc. Et puis, l'aménagement du poste de travail, ça aussi, ça a été un facteur qui a eu des effets sur la santé, notamment sur les douleurs de type musculo-squelettique, lorsque les enseignants étaient amenés à travailler sur un petit ordinateur portable ou bien à être assis sur une chaise de cuisine inconfortable, par exemple. L'action des mairies, ça aussi, ça a pu favoriser l'activité des enseignants. Il y a par exemple une mairie de la banlieue lyonnaise qui a pris en charge la distribution de photocopies pour les nombreuses familles qui n'avaient pas d'équipement numérique et pas d'imprimante. Et puis, une autre ville de l'ouest de la France a prêté des ordinateurs à certains parents non équipés. Et puis enfin, la possibilité de pouvoir équilibrer ces sphères de vie, personnelles et professionnelles, de réussir à cadrer temporellement le travail et le hors-travail, eh bien ça a pu permettre de ne pas se sentir envahi par le travail et de préserver une qualité de vie personnelle. Alors, en fonction des contraintes et des urgences à gérer, ça n'a pas toujours été possible. Et plusieurs enseignants se sont plaints d'un envahissement du travail sur des horaires de travail normalement consacrés à la vie personnelle. En ce qui concerne les facteurs défavorables à la santé, cette fois, qui ont pu nuire à la construction de celle-ci, on trouve en miroir de ce que nous venons d'exposer des prescriptions qui arrivent tardivement, comme avoir appris en même temps que le public que les écoles allaient fermer dans un délai de 3 jours, ne pas savoir s'il fallait ou non continuer les apprentissages, ou bien des paroles ministérielles inadaptées, comme lorsque la porte-parole du gouvernement, on s'en souvient, a invité les enseignants à aider à la récolte des fraises, faire partie d'un collectif faible, se sentir isolé de ses collègues, avoir un équipement numérique insuffisant soi-même et puis que les familles aient un environnement numérique insuffisant, des familles qui se sentent peu légitimes à échanger avec l'enseignant ou l'enseignante sur ce qui est proposé, une absence ou bien une quasi-absence de proposition de formation de la part de la circonscription, et puis ne pas réussir à cadrer temporellement le travail et le hors-travail. Donc, en conclusion de cette première partie, on pourrait dire que malgré tout ce qui a pu être inventé, mis en place, élaboré dans des conditions dégradées, les enseignants et les enseignantes ont insisté sur le fait que l'efficacité de ces modalités d'apprentissage à distance ne saurait être la même que celle qui est réalisée en classe. Les enfants ont moins bien stabilisé les notions. Certains ont travaillé en étant accompagnés quand ce n'était pas le cas pour d'autres. Certains ont perdu les habitudes liées au métier d'élève. Ce que montre cette période, c'est que le contexte collectif de la classe, les interactions qui s'y déroulent,
et surtout les compétences des enseignants dans leur capacité à rendre les savoirs accessibles aux élèves et à les accompagner quelles que soient leurs difficultés, tout cela, c'est indispensable au bon déroulement de leur scolarité. Et ça questionne aussi la capacité de l'institution à reconnaître et à valoriser toute l'ingéniosité qui a pu se développer pendant cette période, à ne pas la considérer comme une parenthèse, à s'appuyer sur celle-ci pour renforcer le métier enseignant, notamment dans ce qui a été élaboré vis-à-vis des familles. Alors voilà pour un petit tour d'horizon de cette période de confinement. Je laisse maintenant la parole à Dominique Cobarey qui va vous parler de la période de reprise des écoles. Et je vous remercie pour votre attention. Bonjour, je vais évoquer maintenant très rapidement les principaux points que nous avons ressortis de la phase de réouverture des écoles en mai-juin tout d'abord, puis j'aborderai ensuite la période de septembre. L'enjeu pour le ministère était coûte que coûte de rouvrir les écoles sans nécessairement mettre en balance dans la décision les enjeux de santé pour les personnels intervenant dans l'école, ni même la pertinence des nouvelles modalités de travail à distance. Tout d'abord, en mai et puis juin, les enseignants interrogés nous ont fait part de leur plaisir à retrouver les élèves, à pouvoir échanger de nouveau avec eux en face à face, à retrouver leur environnement de travail. Preuve s'il en est que le travail à distance ne remplace pas le travail en présentiel. Mais nous avons constaté que la réouverture des écoles a suscité beaucoup d'inquiétudes du côté des enseignants, qui s'est cumulée à une surcharge de travail énorme pour les directeurs et directrices, devant assurer et organiser la réouverture des écoles, réajuster en permanence les mesures mises en place du fait des variations de protocole, pris en étau entre les prescriptions de l'institution, celles des mairies, les demandes des parents, les préoccupations des collègues. Et nous avons perçu un processus de fragilisation par le travail et dans le travail particulier au niveau des directeurs et directrices dans cette période et dans plusieurs écoles. D'autant que le ministère a été très prescriptif sur les conditions de la reprise sur site dans cette période, en termes d'effectifs présents en classe, de protocoles sanitaires précisant les gestes barrières, lavage des mains fréquent, distanciation entre les élèves, de mixage des classes, de matériel à la disposition des élèves, le port du masque pour les adultes, et j'en passe certainement. Dans la phase de déconfinement, les enseignants n'ont pas nécessairement retrouvé leurs conditions normales de travail. Leurs élèves, puisque devant accueillir tout d'abord les enfants de parents prioritaires. Cette phase de reprise s'est donc assortie d'un mal-être assez partagé sur le fait de reprendre souvent avec d'autres enfants que les leurs, de ne plus maintenir le travail en distanciel dans les mêmes conditions avec les élèves restés à leur domicile, de devoir renoncer à des stratégies d'enseignement à distance qu'ils commençaient à bien maîtriser et qui leur apportaient satisfaction. Les prescriptions étaient floues et contradictoires sur la gestion de ce distanciel. De fait, les enseignants se sont sentis écartelés entre la prescription de reprendre en présentiel et de laisser de côté d'autres enfants, amenant certains à continuer d'assurer les deux, ceci souvent au détriment de leur santé. C'est donc avec soulagement que les enseignants ont abordé les vacances, tendus et épuisés par ces mois de travail en mode dégradé. La rentrée de septembre maintenant. Cette rentrée était redoutée par les enseignants du fait de précisions tardives sur le protocole de rentrée et l'anticipation d'une baisse du niveau des élèves. Bien qu'heureux de reprendre en présentiel avec tous les élèves, ils nous ont expliqué de nombreuses difficultés dans cette rentrée liées à plusieurs facteurs.
D'abord, une hétérogénéité qui s'est creusée entre les élèves du fait de la période de confinement, en particulier au détriment des enfants qui étaient déjà les plus en difficulté dans les apprentissages. Ils ont soulevé des problèmes de comportement des élèves qui, du fait de la durée de confinement et des conditions perturbées de reprise en mai et juin, ont perdu les savoir-être en classe nécessaires au bon déroulé des enseignements. Beaucoup de temps est passé en ce début d'année à reposer les règles de fonctionnement de classe. C'est aussi la difficulté à organiser l'année autour de projets pédagogiques pouvant être suspendus à tout moment du fait de l'épidémie. Ceci est source de frustration, car ces projets sont à la fois importants du point de vue pédagogique et sont facteurs de motivation pour les élèves. Si le protocole s'est quelque peu allégé depuis le mois de mai, il impose encore le port du masque, vécu par l'ensemble des enseignants rencontrés comme une gêne dans leur travail. Sachant que la quantité de masques mis à la disposition des enseignants est très variable d'une école à l'autre, nous avons pu le constater, et souvent les enseignants sont amenés eux-mêmes à s'acheter des masques. Envisagé dans une logique de protection et de prévention, le masque s'avère constituer une contrainte très problématique pour enseigner, une entrave à l'activité, tout particulièrement en maternelle, où le visage est un outil de travail indispensable pour apprivoiser les nouveaux élèves en cette rentrée, pour l'apprentissage du langage, pour des activités orales telles que le chant, raconter une histoire. En résulte une période de rentrée qui n'en finit pas, épuisante et source d'inquiétude. Le port du masque pose également problème dans les classes élémentaires, particulièrement dans les activités de langage ou les dictées, nécessitant une bonne compréhension et de voir le visage de l'enseignant. Il impose une concentration permanente des élèves qu'ils ne peuvent maintenir toute une journée, d'où les plaintes des enseignants de problèmes d'attention de la part des élèves. Pour pouvoir faire correctement leur travail, les enseignants sont donc contraints, dans certaines activités seulement, à repousser ponctuellement le masque, dérogeant ainsi au protocole peu réaliste compte tenu de la nature de leur activité. Si ces écarts à la règle s'imposent, je dis bien s'imposent, pour pouvoir réaliser un bon travail et répondre aux besoins des élèves, ils sont souvent vécus négativement, car ils imposent des sacrifices personnels par rapport à la santé, en l'occurrence ici en termes de prise de risque de contamination. Il n'y aurait donc pas au niveau des enseignants une prise de risque qui sous-entendrait une acceptation calculée des risques. Ce sont les exigences du métier qui les amènent à courir des risques plus qu'ils ne les prennent. Cela questionne la pertinence des protocoles qui s'avèrent très déconnectés du réel de l'activité. Le masque s'avère également un frein à la dynamique collective au sein des équipes éducatives qui veulent respecter les protocoles. Le fait de ne pas manger ensemble sous l'injonction de la hiérarchie, de moins se voir, ne permet pas de relancer les processus de coopération existants, ce qui constitue une frustration exprimée par les enseignants. C'est ignorer aussi le fait que les temps de repas sont aussi des moments de travail. Le port du masque peut même constituer un sujet de tension entre collègues n'ayant pas nécessairement le même regard sur la nécessité de contourner la règle dans certains contextes. Donc on le voit bien, cette reprise en septembre n'est pas simple du tout. En conclusion, je dirais que dans cette période de pandémie, deux sentiments dominent chez les enseignants. D'une part, la résignation pour certains, et pour d'autres, plutôt la colère.
j'ai choisi de vous illustrer ces deux sentiments à travers deux verbatims. La résignation d'abord. Les gens sont résignés. On a l'impression que le but, c'est qu'on garde les enfants au détriment de notre santé. On est plus ou moins sacrifié à l'économie. On n'y croit pas, nous, que le virus ne passe pas par les enfants. On imagine bien que s'il y en a un qui l'a, il doit le donner aux autres, y compris nous. Donc voilà, on est un peu résigné. On a l'impression que nous, il faut que ça marche. Il faut que l'école accueille les enfants pour que les parents travaillent. Donc il faut que l'on travaille au détriment de toute précaution. Et maintenant, je vais vous illustrer ce sentiment de colère en vous citant une enseignante d'élémentaire. Ce que je ressens, c'est de la colère de la part des enseignants. Et moi, la première. Je trouve qu'on est maltraité par notre ministre, notre ministère depuis le début, et que l'on est assez sympa. Je veux dire, on nous a annoncé le confinement, on n'a pas eu de directive pendant 5 jours où l'on ne savait absolument pas ce qu'il fallait qu'on fasse. On n'a pas attendu pour savoir ce qu'il fallait qu'on fasse. On s'est débrouillé. Ils ont annoncé la réouverture des écoles. On l'a appris par les médias, c'est très bien. Mais de la manière dont ils l'ont annoncé, je trouve que voilà, ils n'ont aucune considération pour nous. Je pense sincèrement qu'il faut rouvrir. Mais faire passer ça sous le prétexte des inégalités, c'est du mensonge. On se débrouille beaucoup et les retours que l'on a, merci. C'est assez dur de maintenir le cap, si tu veux. On le fait parce qu'on aime profondément notre boulot. Mais parfois, tu aurais envie de dire, mais mince, c'est bon. J'arrête tout. Je vous remercie. Donc, merci à Cécile Brunon et Dominique Cobareil pour cette présentation de leur travail qui va se poursuivre sur l'école sous Covid, sous l'angle des conditions de travail des enseignants, sous l'angle du métier et sous l'angle de la question de la santé au travail. Alors, nous allons maintenant donner la parole à notre troisième invité, qui est Stéphane Bonnery. Stéphane Bonnery est professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Paris 8. Il est membre du laboratoire CIRCEFT ESCOL. Il est spécialiste en sociologie des apprentissages. Son travail éclaire les mécanismes de renouvellement des inégalités scolaires en décrivant les relations de distance ou relations d'adéquation, entre les pratiques culturelles intellectuelles valorisées dans le champ scolaire et l'activité réelle des élèves selon leur origine sociale. En cette rentrée, il a coordonné avec Étienne Doigt, chercheur en sociologie à Poitiers, un ouvrage qui s'appelle « L'éducation au temps du coronavirus ». Il est sorti, il est disponible en librairie. C'est un ouvrage collectif où on retrouve le travail de 14 chercheuses et chercheurs de la maternelle à l'université. Un travail qui vise à apporter des réponses à toutes les questions ouvertes par cette séquence inédite qui a commencé le 16 mars dernier avec la fermeture des écoles. Stéphane, à toi la parole. Merci Rachel, merci au SNUIPP de votre invitation. Je vais commencer par préciser que mon propos va reprendre un certain nombre de résultats que j'ai conduits personnellement durant une enquête auprès des enseignants, des différents professionnels de l'éducation et des familles durant le premier confinement du printemps, et qu'on peut retrouver en plus de l'ouvrage que tu as cité dans le numéro 402 de la revue La Pensée, avec l'article qui s'appelle « L'école et la Covid-19 ». Donc ça, c'est un premier aspect, une recherche que j'ai conduite moi-même, et l'ouvrage que tu citais, Rachel, reprend effectivement des propos, des résultats de recherche
de différents collègues dont je vais me faire l'écho en synthétisant un peu tout ça. Alors, la première des remarques, c'est que faire de la recherche alors que tout le monde est confiné n'est pas simple, ne serait-ce que pour le recueil de données. Donc, il y a un certain nombre de conclusions que je vais énoncer prudemment, parce que, effectivement, vous vous doutez que les familles qui sont les plus difficiles à contacter par les enseignants, par les équipes pédagogiques, sont évidemment aussi parmi celles qui sont difficiles à contacter pour les chercheurs. Mais par différents moyens sur lesquels on pourrait revenir, nous y sommes en partie parvenus. Les conclusions de nos travaux, je crois, amènent à prendre de la distance avec la version des faits qu'on nous propose officiellement et avec le calendrier qu'on nous impose pour nous imposer des questions qui sont que le ministre veut qu'on se pose et mettre dans des recoins obscurs celles qu'il préfère qu'on ne se pose pas. Parce que ça fait maintenant 8 mois et demi que le confinement est là, avec des périodes de relâchement, de reprise, et manifestement, les difficultés de scolarisation, enfin en tout cas les difficultés liées à la pandémie qui ont des répercussions sur la scolarisation, ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, et je crains qu'on en ait bien pour toute l'année scolaire avec des difficultés. Or, si on remonte un peu le fil du temps et qu'on reprend les choses dans l'ordre, il y a quand même quelque chose qui n'est pas loin de relever du mensonge d'État. Je ne vais pas du tout verser dans la théorie complotiste, mais le déferlement de rhétorique anticomplotiste, qui a du bon quand même dans la période, a quand même un travers, c'est que le gouvernement s'en saisit pour que toute critique qui le concerne et qui vise à dire que le gouvernement a quand même instrumentalisé une pandémie bien réelle et des dangers bien réels pour faire passer un certain nombre d'idées en matière d'économie et d'éducation, est balayé, parce que tout ça relèverait de la théorie du complot. Or, je voudrais quand même montrer que face à une pandémie bien réelle et à des dangers mortels bien réels, il y a d'autres choix qui se sont glissés et qui ne relevaient pas de l'évidence. On va tous donner crédit à nos gouvernants de ce que, au tout début du confinement, comme tout le monde, on allait un peu dans l'inconnu, à tâtons, et que plusieurs scénarios étaient sur la table. Mais justement, on ne nous fera pas croire que dès le début, il y a un des scénarios qui était envisagé, qui était celui de la durée longue de cette affaire. Voilà. Et cette durée longue, elle n'a jamais été mise en débat. Chaque fois que nous avons tenté de le faire, c'était la sourde oreille. Et donc, l'une des raisons, a conduit à nous imposer des questions via les chaînes info, comment on fait pour le confinement immédiat, comment on fait pour l'hypothétique reprise, comment on fait, est-ce qu'on n'accepte en classe qu'une partie, les personnels soignants seulement, les plus précaires, et en fait à diviser la population pour savoir qui bénéficierait de l'école. Et tout ça visait essentiellement à évacuer une grande question, qui est comment on peut continuer la scolarité dans des conditions de sécurité relativement correctes. Parce que cette question posée dans la durée, en disant ça va durer un an et demi au moins, parce que tous les épidémiologistes disaient que le temps de trouver un vaccin, il faudrait cette durée-là et on ne ferait pas moins. Si on avait posé cette question-là du risque de la durée, ça conduisait mécaniquement à poser la vraie question, celle comment on va faire pour continuer à scolariser une population nationale dans des risques limités. Et fatalement, ça conduisait à dédoubler les classes en petits effectifs, donc à recruter massivement des enseignants et à réquisitionner des locaux, à les payer pour que les élèves ne soient pas 25, 30 par classe dans le primaire, dans le secondaire, etc. Parce que quand même, les classes de terminale à 35, c'est du quotidien. Or, comme il s'agissait de réserver les efforts financiers
les efforts économiques pour sauver la finance et laisser les services publics se débrouiller, cette question a été empêchée. Et donc, 8 mois sont passés et nous revoilà au point de départ, comme au mois de mars. Comment on fait pendant le confinement si les élèves doivent rester à la maison? Voilà, on n'a toujours pas avancé. Sauf que les personnels, évidemment, les collègues l'ont très bien dit avant, ça va me permettre d'aller plus vite sur cet aspect-là, ont dû inventer des solutions, souvent astucieuses, parfois pas efficaces, mais toujours de bonne volonté. Voilà. Je crois que sur cet aspect-là, il est important de regarder en quoi la pandémie vient amplifier des difficultés que le système scolaire connaissait déjà, mais en les donnant à voir de façon amplifiée. Je crois que des choses qu'on a travaillées dans notre équipe de recherche, et Jean-Yves Rochex vous en a probablement parlé hier, sur la question notamment des malentendus dans les apprentissages. On connaissait déjà ce problème pour ce qui est de la pédagogie dans la classe, sauf que là, il a été décuplé par le fait qu'il fallait, par le fait que des parents ne comprenaient pas comment utiliser certains outils pédagogiques qu'on leur envoyait, des fiches, des exercices, etc. Et que je crois que ça remet fondamentalement en cause l'une des volontés de Blanquer de considérer les enseignants comme exécuteurs dociles de bonnes pratiques prescrites d'en haut, comme distributeurs de liens et distributeurs de fiches prêtes à l'usage. Parce que ces malentendus, ces incompréhensions, il faut bien considérer qu'elles sont en partie structurelles dans une société organisée en classes sociales. Les enseignants, comme les chercheurs que nous sommes, on fait des études pour pouvoir se former, pour pouvoir apprendre les contenus qu'ils vont enseigner, la pédagogie, etc. En suivant ces études, une formation, ça donne forme à l'esprit. Nous entretenons un certain rapport d'évidence à certaines questions. Donc ça poserait évidemment la question de la formation des enseignants pour arriver à prendre conscience qu'un certain nombre de contenus qui nous apparaissent évidents maintenant sont tout sauf évidents et d'avoir un rapport plus distant au savoir à enseigner. Mais du coup, cette pandémie a rendu particulièrement visible le fait que, oui, ça n'a rien d'évident que quand on donne une tâche à des enfants, voire à des parents devant transmettre cette tâche à des enfants, eh bien, on ne doit pas se plonger dans la tâche immédiatement, mais on doit se demander quelle est la finalité de la tâche. Je veux dire, quitte à prendre des exemples un peu triviaux et exagérés pour me faire comprendre un peu de temps, dans la plupart des familles, quand l'adulte pose une question, c'est une vraie question. Il a la réponse à sa question. Il n'y a que dans le monde scolaire et le monde intellectuel que l'adulte, quand il pose une question, il a la réponse à sa question et il la pose pour que son interlocuteur se pose la question. Rien que ce type de petit mécanisme, on pourrait en prendre des dizaines et des dizaines qui sont là à chaque microseconde de la classe. Ce type de mécanisme n'a rien d'évident et pourtant, ça nous semble tellement évident. C'est une toute petite minorité de familles où on pose des questions rhétoriques aux enfants qui sont habitués à ce que quand on leur pose une question, en fait, ils savent que l'interlocuteur est la question, ils savent que, en fait, il faut se poser la question. Voilà. Mais ça nous conduit à ce que des élèves traversent la scolarité dans cette espèce d'incompréhension, de malentendu. Sur ce seul point, je pourrais en développer plein, qui est que moi j'ai vu des élèves entrer en 6e et quand le prof pose une question, ils en sont encore des élèves de 11 ans à attendre que ceux qui savent, ils se tournent, et ils attendent que ceux qui savent fournissent la réponse au prof, qui n'imaginent pas que ça les concerne. Voilà. Et ça a été, mais vraiment, flagrant pendant la pandémie, parce que les parents se trouvaient dans cette situation eux-mêmes, qu'ils connaissaient déjà un peu pour les devoirs. Sauf que faire la classe, c'est encore une autre étape. Être parent et intervenir dans la stabilisation des devoirs, du fait de la mémorisation, du fait d'exercices d'application, c'est une chose.
faire la classe, c'en est une autre. Et on pourrait croire à tort, les enseignants le savent bien, mais des citoyens moins informés pourraient croire à tort que plus les enfants sont en âge jeune, plus le commun des mortels des parents est en capacité de transmettre des contenus. Tous autant qu'on est, on va dire que quand même, non, ça ne marche pas comme ça, parce que pour enseigner la numération, pour enseigner à regrouper des objets par des ensembles sur des tris en maternelle, quelles sont les caractéristiques communes à des objets, c'est très difficile et ça ne s'improvise pas, tellement c'est évident pour un adulte, justement, à prendre en compte. Il me semble que l'une des choses qui s'est passée à ce sujet pendant le confinement, je crois, est assez intéressante. Elle est intéressante pour penser l'école, mais aussi pour penser les politiques scolaires. Dans les interviews que j'ai pu réaliser, et mes collègues comme Fabienne Momasson-Michel, Daniel Teng, Étienne Douat et d'autres ont pu le constater, beaucoup de familles populaires, parmi les plus populaires, parmi celles qui sont les moins à l'aise dans les relations avec l'école, ont été agréablement surprises que le monde scolaire les appelle pour savoir si ça allait bien, si leurs enfants ça allait, etc. Et inversement, des enseignants ont pu parfois être étonnés de ce que les familles dont ils pensaient qu'elles étaient peu soucieuses de la scolarité des enfants parce que les enseignants ne voyaient pas trop ces familles, en fait, du fait de cette prise de relation un peu extraordinaire en contexte de pandémie, ces familles en étaient soucieuses, mais en étaient soucieuses d'une autre manière que les familles de classe moyenne et supérieure, et elles en étaient soucieuses d'une famille d'une manière qui ne se rendait pas visible à l'école antérieurement, parce qu'on n'osait pas, on ne savait pas, etc. On avait peur de ne pas être légitime, etc. Et là, il y a des choses qui se sont nouées, fragiles, ténues, que très vite, le ministère a senti et qu'il a essayé de faire exploser en faisant passer les enseignants pour des décrocheurs, parce que des convergences qui se tissent entre enseignants et parents, c'est dangereux dans la revendication d'une école publique qui a les moyens, qui est démocratique, etc. Et il s'agissait vraiment de diviser pour ne pas dépenser davantage et pour ne pas donner un projet à l'école de démocratisation. Mais il y a là un espace de possible pour des organisations militantes de parents d'élèves et d'enseignants. Là-dessus, je crois que, puisque j'en suis à la question des enseignants décrocheurs, ça vaudrait quand même la peine qu'on mesure la responsabilité des uns et des autres dans les prises de parole, parce que à l'heure de l'injonction à la continuité éducative, voilà, moi j'ai enquêté auprès d'enseignants qui, pour certains d'entre eux, sont en banlieue et de familles. Comment on fait la continuité éducative quand plus de la moitié des collègues d'un établissement sont précaires? Alors c'est quand même, j'habite dans l'académie de Créteil, qu'est-ce que c'est que la continuité éducative quand les enseignants ne sont pas là tout le temps et savent qu'ils vont partir bientôt? Voilà. C'est vrai dans le primaire, mais c'est encore plus vrai au collège. Donc, c'est bien beau de parler de continuité éducative, mais quand même, l'État est le premier responsable d'une certaine continuité. Parce que vu les 2 années scolaires qu'on vient de vivre, il va bien falloir rattraper les wagons, et les enseignants ont commencé, en remodulant un peu les programmes dans la durée, vérifier ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, du temps du confinement, les différents groupes dans la classe, parce que certains ont pu bûcher plus que d'autres. Et donc, il faut s'inscrire dans la durée. Je dis ça pour le primaire, c'est plus facile. Quand on s'approche du brevet des collèges ou du bac, ça l'est moins, quand même. Bon, mais pour le primaire, c'est possible. Donc, la continuité éducative passe par la stabilité des personnels pour se projeter sur plusieurs années dans des équipes qui se disent, bon, ben ça n'a pas été vu, il faut l'étaler parce que c'était trop compliqué pour rattraper toute la classe, etc. Et ça fait partie des plans de travail qu'il faut qu'on impose. Mais le discrédit, l'opprobre jeté sur les enseignants à ce moment-là, bien sûr, ça n'est pas un lien de causalité directe avec ce qui s'est passé avec Samuel Paty, etc., mais ça participe d'un climat plus général
de disqualification des agents de la fonction publique et des enseignants en particulier, dont chacun devra assumer les responsabilités un jour. Voilà. Il me semble que ce qui est aussi à analyser dans la période de la préparation du déconfinement qui s'est amorcée dans la deuxième moitié du printemps, c'est qu'on a bien vu, en tout cas nos recherches, on peut insister là-dessus, que le confinement avait des raisons objectives, mais il était aussi l'occasion d'imposer un certain nombre de logiques, de politiques qui étaient déjà amorcées avant et dont Blanquer a dit assez clairement lors de quelques interviews que de toute façon, il avait prévu de le faire. Le projet du 2S2C pour sortir des disciplines entières de l'éducation nationale, à savoir les arts et l'éducation physique et sportive, et finalement dans son propos, quand il insiste sur les fondamentaux, c'est-à-dire une partie seulement des maths et du français, entre les disciplines qu'il a explicitement évoquées comme devant ne plus être dans l'école et celles qu'il a évoquées comme devant y rester, on se pose la question quand même de quid de l'histoire, des sciences et d'un certain nombre d'autres disciplines entre les deux. Et je crois que ça révèle quelque chose de profond. Et je voudrais insister là-dessus quelques instants. Je ne vais pas tenir le discours selon lequel toutes les difficultés que connaît l'école aujourd'hui tiendraient à la pandémie ou aux décisions de Blanquer. Il y avait déjà des inégalités bien prégnantes, des inégalités sociales bien dures qui étaient là. Mais depuis une cinquantaine d'années, la fin des années 50, le début des années 60, donc presque, voilà, on était dans une forme de compromis insatisfaisant, mais qui tenait vaille que vaille, entre une logique de démocratisation scolaire, permettre à toutes les classes sociales d'apprendre, de se former, d'accéder à des diplômes, de poursuivre les études au-delà de l'école primaire, etc. Donc, une logique de démocratisation et une logique de sélection. Je pourrais développer longuement, mais en gros, ça s'est traduit par l'unification de ce qu'étaient les petites classes de l'ancien réseau de scolarisation avant l'ancien lycée qui recrutait dès le plus jeune âge dans les milieux bourgeois et l'aristocratie il y a plus d'un siècle. Entre ces petites classes et l'école primaire populaire. Puis le fait que tout le monde soit allé au collège, puis dans un collège unifié, puis que beaucoup de jeunes soient allés au lycée et beaucoup de jeunes soient allés à l'université. Mais en gros, le compromis était tout le monde étudie plus longtemps, mais les écarts demeurent parce que tout le monde étudie plus longtemps. Donc les inégalités persistent dans une cohabitation avec des vagues de démocratisation. Ce compromis, manifestement, Blanquer assume, même s'il ne le dit pas tout à fait, mais il le fait comprendre, de dire que ce compromis est terminé. Maintenant, lui, il dit grand tournant à droite vers une logique de sélection et une présentation de l'école publique comme ce qu'elle est, notamment dans les pays comme le Royaume-Uni, c'est-à-dire une école minimale fournie à ceux qui n'ont pas d'autre recours. Et si ça ne vous convient pas, allez voir le privé, ou en plus de cette école minimale, prenez des options payantes à la carte ou payées par les collectivités locales ou les bonnes œuvres caritatives. Ce qui est finalement le modèle qui existe dans d'autres pays. Et donc, ce compromis, dans la logique de Blanquer, irait vers une logique de davantage de sélection et une réduction de l'école publique à ce minimum. Mais, de fait, ça se traduit par l'expulsion hors de l'école de disciplines entières et le recours au distanciel, au privé, au CNED, à des cours de quartier payés par les associations ou par les villes ou les conseils généraux qui en auront les moyens et la volonté politique. Bref, du désengagement de l'État pour créer de la culture commune. Et cette question de la culture commune, défendue par des chercheurs, mais aussi par la FSU et le SNU-IPP, me semble une question cruciale sur les choix pour l'avenir de l'école que la pandémie révèle. Voilà. À quoi sert l'école, au fond, dans notre pays? Et pour Blanquer, il s'agit de
revenir de façon actualisée à lire, écrire, moraliser et compter, lire, écrire, compter, moraliser, et pas à préparer tout le monde à s'approprier au mieux les savoirs qui permettent de penser sur le monde, de plus en plus complexes, des savoirs plus difficiles, et donc d'avoir prise sur les événements. Et là, il y a deux projets vraiment de quelle école, de quel rôle de l'école dans notre société aujourd'hui. Je crois que Blanquer est très clair sur ce qu'il veut faire. Il a le mérite de cette clarté. Pour y arriver, il impose des bonnes pratiques de référence et seulement celles-là, soutenues par une vision de la science officielle unique qui, quand elle a été promue dans d'autres pays, a toujours mal fini. Voilà, mais au moins il a le mérite de sa cohérence. Peut-être que ça vaut la peine que cette pandémie, la réflexion que l'on conduit, amène à penser, d'accord, mais est-ce que notre revendication, c'est de revenir à un compromis instable entre démocratisation et sélection? Personnellement, j'y crois pas vraiment. Ou est-ce qu'il s'agit de se tourner vers les questions qui étaient en suspens, celle de comment l'école, malgré elle, participe à renouveler les inégalités scolaires et la reproduction sociale? Qu'est-ce qui fait que des enseignants de bonne volonté, des familles de bonne volonté et des gamins de bonne volonté, malgré eux dans la classe, des fois ça ne se passe pas toujours comme on voudrait, ça ne produit pas ce qu'on voudrait, et que plutôt que d'avoir seulement des relations entre enseignants et chercheurs prescrites par le ministère pour imposer des bonnes pratiques par certains courants, ça vaudrait la peine que, comme le SNUIPP le permet aujourd'hui, on ait aussi des espaces de réflexion, mais finalement, ce qui se passe dans les classes et ce qu'on met au jour comme phénomènes qui se produisent à l'insu des uns et des autres, permettrait de la réflexivité sur les pratiques, permettrait que les enseignants soient ingénieurs de leurs propres pratiques, mais dans des espaces collectifs et pas dans le renvoi à chacun de débrouille-toi dans ton coin pour inventer tout seul les solutions qui traversent tout le système. Parce que c'est quand même un peu ça la situation actuellement, qui produit beaucoup de culpabilisation. Enfin, les collègues ergonomes l'ont très bien expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Ça produit beaucoup de malheur et de souffrance dans le métier, cette situation. Et je pense qu'il faut peut-être départiculariser, désindividualiser ces questions pour en faire des questions de politique de formation et de politique éducative, parce que ce n'est pas vrai que chacun dans son coin, on a un problème. On a le même problème un peu partout, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et je crois que cette question de la culture commune, elle est assez essentielle, parce que finalement, les événements dramatiques qu'on a vécus il y a quelques semaines, avec l'assassinat d'un enseignant, voilà, tout ne s'explique pas mécaniquement par ce qui s'est passé, etc. Mais quand même, où va-t-on si les gamins d'aujourd'hui et de demain, eh bien, on ne se donne pas les moyens de créer, de leur transmettre, de leur permettre de s'approprier des contenus d'une culture commune qui passe aussi par les arts, qui passe aussi par l'éducation physique, qui passe par la compréhension de l'histoire, qui passe aussi par la compréhension des sciences, qui passe aussi par le fait que le français n'est pas qu'une discipline d'inculcation morale, mais il y a besoin de connaître Victor Hugo et quel que soit le quartier, et surtout si on vient d'un quartier populaire, plus qu'ailleurs, ça ne soit pas réservé à certains, et que ces contenus, ils forment une façon de penser commune. Ils forment des cadres communs de pensée, quitte à s'engueuler à l'intérieur de ce cadre de pensée. C'est ça une démocratie. Voilà. Donc, puisque la table ronde d'aujourd'hui s'appelle l'école au temps du coronavirus, de même que notre bouquin qui s'appelait l'éducation au temps du coronavirus, le clin d'œil à Gabriel Garcia Marquez m'amène à vous lire les 5 dernières lignes de la conclusion du livre. Dans le roman de Gabriel Garcia Marquez, L'amour au temps du choléra, l'épidémie est la toile de fond d'un mal plus invisible, celui de l'insatisfaction d'une passion qui ronge. En sera-t-il de même avec le coronavirus, s'il devient non plus une métaphore, mais le vecteur ou l'occasion d'une restriction réelle des objectifs de l'école unique et du système public d'éducation,
entravant alors les aspirations des jeunes à s'approprier les savoirs qui permettent de mieux comprendre le monde dans lequel ils vont vivre. Parce que, quand même, vous avez affaire à des gamins qui sont encore jeunes. Mais que vont-ils devenir? Et moi, à la fac, en licence, j'ai quand même affaire à des jeunes qui, dans leur trajectoire, ont eu droit à la réforme du lycée, qui a tout détruit sur le passage, qui ont eu droit, enfin à la réforme du bac, pardon, qui ont eu droit à Parcoursup qui leur mettait des bâtons dans les roues pour accéder à l'université. Et sitôt à l'université, on a fermé les universités pour dire tout en distanciel, débrouillez-vous pour vous payer les modalités de connexion. Enfin, mais quel avenir on offre aux jeunes de notre pays? C'est quoi le sens de tout ça? Donc c'est vrai qu'avec mon approche sociologique, je m'interroge beaucoup sur la façon dont une génération entière va voir la société dans laquelle elle vit et va voir comment la génération d'adultes la traite. Est-ce que vraiment ce qu'on veut dégager, c'est le sens d'une génération sacrifiée? Sacrifiée pour d'autres motifs que l'intérêt commun. Et je crois que ça vaudrait la peine que dans la façon dont on pense les difficultés concrètes des enseignants dans leur métier, eh bien, on fasse bien le lien avec en quoi la dégradation du métier d'enseignant, de la maternelle à l'université, a des conséquences concrètes sur le service d'éducation rendu aux familles et aux enfants. Parce que dans les difficultés qui étaient évoquées, et je crois il me reste 30 secondes, dans les difficultés qui étaient évoquées, il y a celle que j'évoquais, plus pédagogique des malentendus, il y a celle de connexion, il y a celle d'ergonomie qui était évoquée par les collègues, mais il y en a d'autres, notamment envoyer aux familles populaires des documents, envoyer aux familles des documents, ben, ça ne suppose pas que les familles, même si elles savent faire des courses sur un site d'achat en ligne, parce qu'il y a 3 boutons à cliquer et rentrer le numéro de la carte bleue, eh bien, ça ne veut pas dire que ces familles ont une habitude, ont des usages de l'informatique basés sur la bureautique. Ce document, je vais le reclasser, je vais le renommer, je vais créer une arborescence pour le retrouver, etc. Donc, ces difficultés quotidiennes, elles participent des inégalités sociales, elles les accroissent, mais aussi des inégalités genrées. Et dans le livre, il y a des collègues qui ont bien montré que quand les familles sont confinées, quand l'école transfère des tâches pédagogiques aux familles, ben c'est souvent les grandes sœurs qui participent aux tâches domestiques familiales qui sont accrues puisqu'il y a davantage de monde à la maison, et ce sont les grandes sœurs qui prennent très souvent en charge les devoirs des petits dans les familles les plus précaires, et qu'aux inégalités sociales se surajoutent des inégalités genrées, et que je pense que maintenant, le gouvernement actuel nous impose l'accroissement de ces inégalités. Ça vaudrait aussi la peine qu'on pense quelle alternative on propose pour sortir de ce compromis instable que j'évoquais, par le haut et par de nouvelles aspirations à la démocratisation scolaire. Merci beaucoup Stéphane pour cette intervention. Alors, pendant que vous parliez, Cécile Brunon, Dominique Cobareil, Stéphane Bonnery, beaucoup de questions sont arrivées, soit par le Zoom, soit par Facebook. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est quelques questions d'abord à Cécile et Dominique, puis je me retournerai vers Stéphane, parce que je vois que le temps file à toute allure. Alors, pour Cécile et Dominique, je vais vous lire 3 ou 4 questions. Une collègue, Julia, sur Facebook, qui parle d'une grande souffrance de la période de confinement. Gros problème au niveau matériel pour assurer la continuité pédagogique. Tension dans mon école sur l'accueil des enfants de soignants et sur ce que nous appelions continuité. Suis-je la seule à avoir ressenti cela? Donc, ensuite, Claudine qui interroge, vous avez parlé du fait qu'on a appris les consignes en même temps que le grand public par les médias, et elle se pose la question des IEN, les inspecteurs. Avaient-ils des consignes du ministère ou aucune pendant les mois de confinement puis de reprise des cours en fin d'année, car nous nous sommes vraiment sentis abandonnés à notre sort avec nos responsabilités sur les bras. Et puis,
peut-être encore une autre. J'ai été très étonnée, c'est Julia aussi sur Facebook, de ne pas voir autour de moi des enseignants décrocheurs. C'était une catastrophe pour nous tous, le premier confinement, et pourtant, nous étions là dans la mesure de nos capacités. Comment expliquez-vous cela, malgré ces conditions de travail catastrophiques? Donc peut-être un premier retour vers Cécile et Dominique. Je te laisse répondre, Cécile, sur la première question. Éventuellement, je répondrai sur la deuxième. Ça te va, Cécile? Très bien. Oui. Oui, alors, est-ce que... On ne te voit pas, ouais, c'est bon. Est-ce que cette collègue, elle demande, est-ce qu'elle était toute seule à se sentir en grande souffrance? Non, nous, on a bien vu dans nos entretiens qu'il y avait plusieurs catégories en fait de situations, et qu'effectivement, il y a des enseignants qui, notamment par rapport à des questions matérielles sur leur propre équipement numérique, se sont sentis en grande difficulté parce que c'était très difficile en fait de communiquer avec les familles si soi-même on n'avait pas une bonne connexion. On a eu un enseignant par exemple qui nous a expliqué que lui il avait un ordinateur pour toute sa famille avec sa compagne qui était aussi enseignante, ses enfants, un qui était au collège qui devait être sur l'ordinateur toute la journée. Ils avaient un seul ordinateur, une connexion pas très bonne. Il s'est dit, j'aurais pu aller à l'école pour faire des visios, mais en fait, j'avais pas de caméra à l'école. Enfin, il a envisagé tout un tas de scénarios alternatifs pour pouvoir communiquer mieux avec ses élèves, mais ça n'a pas été possible. Ça, c'est sûr que ça a été quand même une grande difficulté, cette question de l'équipement des enseignants, en plus de l'équipement numérique des familles. Et puis, bon, sans parler de toutes les questions qui ont été soulevées par rapport à l'implicite que les enseignants se sont rendus compte, ou on avait peut-être déjà conscience, mais en tout cas, ça a effectivement révélé que effectivement, fournir du travail par mail en pensant que les parents vont comprendre ce qui se passe, un peu comme s'ils étaient des remplaçants, et ça ne fonctionnait pas. Donc, il y a eu toute une phase comme ça de test, et quand la communication, en fait, de test et puis d'essai, de tâtonnement avec les parents, et que quand la communication avec les parents sur ce sujet-là n'était pas facile parce que c'était des parents allophones, très peu familiarisés avec l'école, ou qui n'osaient pas, enfin qui pour différentes raisons, et du coup oui, ça a pu mettre en difficulté des enseignants qui se sont sentis complètement démunis par rapport à quoi faire dans cette période, avec des IEN qui, je pense, même si dans nous, les entretiens qu'on a eus, la plupart des IEN ont été décrits comme étant plutôt bienveillants et à l'écoute, mais c'est peut-être pas le cas de tous, mais en tout cas, même malgré ça, les ressources ont parfois tardé à arriver, les espaces de discussion avec les collègues pour savoir comment se sortir de ces situations, ça n'a pas été mis en place de partout, pas toujours facilement accessible. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui expliquent que oui, effectivement, ça a pu générer des tensions. Et puis, alors après, sur la garde des enfants de personnel soignant dans les écoles, là, oui, ça c'est pareil. Je pense que nous, on n'a pas eu de témoignage de ça. C'est là ce qu'on nous a plutôt relaté par rapport à ces gardes d'enfants, les difficultés qui se sont posées, c'est qu'au début, en fait, les consignes sanitaires n'étaient pas connues, que le matériel n'était pas à disposition, que voilà, il y avait un peu, mais que en tout cas, les enseignants se sont portés volontaires dans la majorité des cas. Et mais on peut imaginer effectivement qu'il y ait des tensions qui soient passées avec les collègues présents, de savoir, j'imagine, comment gérer ces situations. On peut, est-ce qu'on porte les masques, est-ce qu'on porte pas les masques? Il y avait des pressions pour savoir qui devait garder les enfants. Parfois, il y a eu des tensions aussi avec la mairie par rapport à l'organisation de ces gardes d'enfants. Donc oui, c'était une situation, contrairement à ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer au tout début, je l'ai d'ailleurs oublié, puis
je l'ai relu, qui avait dit que tout était prêt. En fait, rien n'était prêt. Donc forcément, ça met en difficulté, ça peut très facilement mettre en difficulté des collègues. Ça, c'est sûr. Bien sûr, je pense qu'elle n'était pas du tout la seule. Mais ça n'a pas été non plus la majorité, enfin, ça n'a pas été non plus l'ensemble, plutôt que la majorité, ça n'a pas été l'ensemble des enseignants qui se sont sentis uniquement en difficulté. Voilà, pour les raisons que j'ai exposées, il y en a qui ont réussi à trouver quand même quelques situations où ils se sont sentis en situation d'apprentissage, à en tirer des choses, même si c'était une situation dégradée qui n'avait pas vocation à être pérennisée. Hein. Ça, c'est bien sûr que personne ne s'imaginait enseigner uniquement à distance via un ordinateur. Hein. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui est ressorti. Donc, je m'arrête là peut-être. Dominique? Oui, je vais prendre la suite sur la deuxième question qui porte davantage sur le lien avec les inspecteurs. Je pense que les inspecteurs, ils ont décliné la pression qui leur venait du dessus également. Mais ce que nous avons constaté à travers les 26 personnes que nous avons suivies, c'est qu'il y a eu, il me semble, 2 positionnements différents des inspecteurs aux différentes phases justement de confinement, déconfinement, etc. C'est-à-dire que pendant la période de confinement, les retours que nous avons eus, c'est le fait d'avoir des inspecteurs qui comprenaient la difficulté des enseignants et qui n'ont pas mis de pression à ce moment-là. Parmi les 26 personnes, encore une fois, que nous avons suivies, plutôt dans l'empathie, plutôt dans essayer de donner des conseils, plutôt voilà, vous faites comme vous pouvez, on sait que c'est compliqué, et quelque part, on vous laisse des marges de manœuvre. Et je pense que c'est en cela que la période, elle est intéressante, parce que autant aujourd'hui, on est de plus en plus dans une procéduralisation de l'activité enseignante, autant là, on voit bien que, étant donné qu'on était dans une situation inédite, par rapport à laquelle on ne pouvait pas mobiliser les mêmes façons de travailler qu'habituellement, eh bien, on a laissé des marges de manœuvre aux enseignants. Et ils ont su s'en saisir de manière tout à fait pertinente, et je pense que ça, il faut le souligner. Il y a une autre période qui a été celle du déconfinement. Et à ce moment-là, la posture des inspecteurs est devenue beaucoup plus injonctive. Il fallait suivre les procédures, il fallait respecter un certain nombre de choses. Et là, il y a eu, dans les retours que nous avons eus, on nous a évoqué des messages beaucoup moins bienveillants de la part des inspecteurs qui étaient plutôt, voilà, il faut respecter un certain nombre de règles, quitte à culpabiliser même les enseignants d'être malades si jamais ils ne respectaient pas les consignes. Et ça, je pense que c'est assez problématique, parce que quelque part, ils ont suscité un sentiment de culpabilité dans le rapport à ce qu'ils pouvaient, par rapport aux enjeux de santé, par rapport à la manière de se débrouiller de la situation. Et je pense que ça, ce revirement de posture n'a pas été bien compris, je pense, par les enseignants. D'autant que ces injonctions, elles se sont poursuivies même dans cette rentrée. Par exemple, au travers du fait de demander aux enseignants de ne pas manger ensemble, par exemple. De ne pas manger ensemble pour ne pas se contaminer. Et ça a été vécu par certains enseignants que nous avons rencontrés comme une violence par rapport à la dynamique collective, une incompréhension sur l'activité enseignante, et en particulier sur ce qui se joue dans ce moment de midi et 2, où manger, au moment du repas, on travaille, on se passe des informations, on construit dans ces moments-là.
Et là, il y a eu ce sentiment que il y avait une méconnaissance en fait de l'activité enseignante qui était vraiment importante. Et puis, je voudrais terminer, pour ne pas être trop longue aussi, sur le fait que certains inspecteurs ont eu un double discours vis-à-vis dans la période où il y avait à la fois le présentiel pour certains élèves dits prioritaires et le maintien du distanciel, dans le sens où, par exemple, certaines familles se sont plaintes à des inspecteurs en disant, ben voilà, là avec la réouverture des écoles, moi j'ai pas pu mettre mon enfant parce que je suis pas prioritaire, mais du coup l'enseignant ne s'occupe plus de mon enfant à distance. Et là, l'inspecteur a appelé, en tout cas une des enseignantes que nous avons interrogées, et en disant, mais comment vous n'assurez pas la continuité, alors que le discours n'était pas d'assurer la continuité. Le discours était, on reprend en présentiel et pas nécessairement en distanciel. Et ça a créé toute une ambiguïté sur ce qu'il fallait faire. Et dans cette phase, je pense qu'il y a eu des postures un peu compliquées de la part de certains inspecteurs, je ne dis pas tous, mais compliquées. Voilà. Je sais pas si, j'espère avoir répondu à Claudine. En tout cas, j'ai essayé. Merci Dominique. De toute façon, là, c'est vrai que je vois le temps filer à toute allure, donc je vais peut-être proposer quelques questions à Stéphane. Alors Stéphane, on a des questions un peu sur des aspects différents. Sur Zoom, Marion qui se demande l'école à la maison, ce n'est pas l'école. Comment les collègues ont-ils pu penser qu'ils faisaient l'école? Bon, c'est un peu abrupt. Jadran qui dit le danger le plus grave qui pèse sur nous, bien plus grave que la non-revalorisation, c'est cette école de demain où les contenus seront réduits à la portion congrue pour les classes sociales les plus pauvres. Ensuite, on a plusieurs questions et réactions sur les questions de démocratisation, mais aussi de collectifs de travail. Et puis, j'essaye vraiment de balayer très, très rapidement. Un collègue qui s'appelle Interroger les évidences, qui nous dit « De nos jours, on parle beaucoup des contenus, beaucoup trop. N'oublions pas les processus d'apprentissage, apprendre à apprendre et apprendre à penser, et aussi vivre du collectif dynamisant ensemble. » Bon, je finis par une réaction d'Isabelle. Peut-on faire le lien entre le rôle de l'école selon Blanquer et l'évolution du monde du travail, le développement de l'intelligence artificielle et ses conséquences sur l'évolution de l'offre des emplois? Voilà, je suis désolée Stéphane, c'est un petit peu tous les sens. À toi la parole. Et j'ai évidemment 30 secondes. Un petit peu plus quand même, un petit peu plus. Alors, nous avons juste... D'accord, je vais faire le lien avec les questions précédentes sur la hiérarchie, parce que c'est intéressant de voir en quoi les solutions qui peuvent être adoptées, il me semble, devraient relever de la création d'espaces de mutualisation, de réflexion pour produire de la réflexivité sur les pratiques, et pas du management et de l'imposition caporaliste. Et la période du confinement est très intéressante à ce sujet, parce que les collègues l'ont dit à l'instant. Dans la hiérarchie intermédiaire, que peuvent être les inspecteurs, mais aussi des fois dans le secondaire, les chefs d'établissement, ont une attitude d'entre-deux ambivalente. D'un côté, il y avait une cascade de prescriptions et d'injonctions qui descendaient. Certains les ont relayés de bon gré, d'autres étaient plus embêtés, ont tenté de faire l'élastique. Et il y a une chose très intéressante qui s'est passée, c'est notamment, alors c'est plutôt dans le secondaire, mais c'est intéressant de savoir puisque dans le primaire, ce genre de choses risque de venir, c'est la tentative qu'a essayé de déployer Blanquer et le ministère au tout début, de contrôler l'activité des enseignants par le biais des plateformes numériques type cartable en ligne et compagnie. Et en gros, qu'il fallait à tout prix utiliser ça
pour que les enseignants soient sous contrôle exactement des méthodes qu'ils employaient et de ce qu'ils faisaient. Et comme ça ne marchait pas, parce que de toute façon ces outils n'ont pas marché, au bout d'un moment, une partie de la hiérarchie intermédiaire a laissé glisser, a laissé Blanquer parler et a laissé faire. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'il faut entendre la tentative de reprise en main dès le mois de juin par Blanquer et la majorité parlementaire, et notamment à l'Assemblée, de dépôt de loi sur le numérique pour étendre l'enseignement numérique à l'élémentaire, au-delà de ce qu'il était jusqu'à présent à l'université, mais y compris de nommer des directeurs d'école, chefs d'établissement, et en gros de reconstituer des forces de relais des ordres descendants pour imposer ces volontés-là. Et je crois qu'il faut aussi avoir en tête que le déploiement du numérique, même si il faut faire attention, hein, moi je ne suis pas anti dans l'absolu parce que ça nous a bien aidé quand il n'y avait pas d'autres solutions, il ne faut pas non plus, voilà, mais c'est ambivalent. Ça peut être une ressource pour les enseignants, mais ça peut être un instrument de management et pas de réflexion sur le métier. Voilà. Et donc, là-dessus, il me semble que la création de collectifs de travail est essentielle parce que seul dans son coin, on ne peut que mal vivre les choses. En plus, là se pose la question de l'école de demain, parce que voilà, on est dans une société très médiatique où une soi-disant actualité sur laquelle les télés sur laquelle télé radote en boucle pendant 48 heures, on l'a oublié 3 semaines plus tard, etc. Et je crois qu'il faut tenter d'éviter de se faire imposer de fausses actualités sur de fausses questions. Voilà. Et la question typique de est-ce qu'il faut reprendre seulement pour les personnels soignants, seulement pour les plus pauvres. Il y en a qui ont tenté de dire qu'il fallait défendre une vision de l'école caritative. Ne prenons que les plus pauvres. Non, on apprend ensemble. Et quelles sont les conditions pour y venir? Mais ça demande des moyens. Et là-dessus, ça nous amènerait à un autre débat sur les processus d'apprentissage et les contenus, parce que je crois que le piège que nous tend Blanquer, c'est de nous pousser par mouvement de balancier à dire le contraire de ce qu'il raconte, où lui, il est que sur des contenus sans interroger les processus d'apprentissage, et ça serait une erreur que de balancer de l'autre côté sur la logique des compétences en croyant que des habiletés peuvent se construire sans contenu. Et c'est bien le lien entre les deux qu'il faut construire. On devient habile parce qu'on apprend des contenus. Et ce n'est pas l'inverse. Mais ça mériterait un long débat. Merci beaucoup, Stéphane, de finir sur cette notion. Bon, il ne nous reste que 3 minutes. Est-ce que, je suis désolée, parce qu'il y a beaucoup de questions qui étaient à l'attention de Cécile, de Dominique, de toi, Stéphane, qu'on ne peut plus vous poser, on n'a plus le temps. Est-ce que vous souhaitez peut-être 1 minute de conclusion, chacune et chacun? Cécile, éventuellement, mais très court, 1 minute de conclusion. Oui, parce qu'il y avait une 3e question que tu nous avais relayée sur une collègue qui disait qu'elle avait été surprise qu'il n'y ait pas d'enseignants décrocheurs. En fait, moi, je pense que ça montre justement l'attachement des enseignants à leur métier, à leur rôle au sein de la fonction publique, au fait que justement, ils ont tout à fait conscience du rôle qu'ils ont à jouer et que même dans certains cas, cette période, elle a révélé ce rôle. Stéphane en a un peu parlé par rapport au retour des parents. Hein. Nous, il y en a beaucoup d'enseignants qui nous ont relayé la question d'une reconnaissance forte de la part des parents, des remerciements, enfin des choses comme ça. Et je crois que s'il y a peut-être quelque chose à garder de positif, disons, de toute cette période difficile, c'est ça, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui s'est joué là sur le terrain, peut-être certainement aux dépens de ce qu'a pu voir le ministère. Moi, je crois que le ministère, il a surtout pas prêté attention à ce qui se passait sur le terrain, mais qu'en tout cas, il y a des choses très importantes qui se sont jouées du côté des relations entre enseignants et parents. Merci beaucoup. Dominique, juste une phrase de conclusion, 30 secondes. Ah, Dominique, ton son est coupé. Oui, moi, en conclusion, je voudrais attirer l'attention sur les enjeux de santé des enseignants dans cette période particulière.
Et je pense que le syndicat aurait vraiment intérêt à questionner justement la manière dont la médecine de prévention a accompagné les enseignants dans cette période. Et je pense à la fois aux enseignants qui n'ont pas de responsabilité de direction d'école, mais particulièrement les directeurs d'école, que je trouve très éprouvés et qui ont été éprouvés à différents moments. Nous, on a perçu vraiment un processus de fragilisation très, très fort et qui nécessite qu'on le prenne en compte et qu'on le relaie, ça. Ce genre de choses, quoi. Il y a un enjeu là. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Stéphane, une seule phrase de conclusion. Là, c'est vraiment 30 secondes. Promis. Non, mais moi, il me semble que on vit une période très grave et il y a beaucoup de souffrances et de difficultés. Je pense que l'une des issues, c'est de considérer quand même que ce qui fait difficulté pour les enseignants, ce sont les mêmes mots qui créent les difficultés pour les gamins et les familles. Et que là, il y a quelque chose à sortir de soi en ne pensant plus que c'est notre faute ou on ne sait pas, on n'y arrive pas, etc. Mais que c'est la question du sens de l'école dans notre société qu'il faut reposer. Merci Stéphane. En plus, ça nous ouvre des perspectives d'alliance. Donc, nous sommes obligés d'arrêter cette séquence de notre université en ligne parce que le temps passe trop vite. L'université en ligne du SNUIPP FSU. Merci beaucoup à nos 3 invités, chercheuses, chercheurs, Cécile Brunon, Dominique Cobareil et Stéphane Bonnery. Le chantier travail du SNUIPP FSU va poursuivre ses travaux, bien sûr. Je vous rappelle qu'il y a déjà des ouvrages d'éditer, notamment un sur la direction d'école. On en a parlé très, très rapidement ce matin. Et bien sûr, il y a l'ouvrage de Stéphane Bonnery et Étienne Doigt, l'éducation au temps du coronavirus. Je vous invite à nous retrouver dès 11h15 pour la suite de ces universités. Au revoir, chers collègues. Merci, au revoir. Et merci à toutes et tous pour ces interventions. Du coup, petit bandeau, nous allons reprendre prochaine conférence à 11h15. Le live Facebook va bientôt s'arrêter. Le nouveau live reprendra. Et pour les spectateurs et spectatrices de Zoom, il est possible de rester dans cette salle en attendant la prochaine conférence pour, on va dire, durant une petite pause, du coup, un petit interlude.